L'aube à Paris avait ce silence lourd que seules 3 heures du matin peuvent apporter. Dans le quartier de Neuilly-sur-Seine, une imposante demeure se dressait entre de hauts murs et des jardins parfaitement entretenus. À l'intérieur, Robert Dubois marchait dans les couloirs sombres, ses pas résonnant sur le marbre froid. Une nuit de plus sans dormir. Une nuit de plus où son esprit brillant, celui qui avait bâti un empire technologique évalué à des milliards, refusait de se reposer. Il descendit les escaliers en direction de la cuisine, cherchant un verre d'eau. Peut-être que la routine l'aiderait, peut-être que le silence l'apaiserait. Mais en s'approchant de la cuisine industrielle, un son métallique brisa la quiétude de la maison. Bruit de vaisselle, eau courante, mouvement précipité. Robert fronça les sourcils. Qui pouvait être éveillé à cette heure? En entrant dans la cuisine, la scène qu'il découvrit le laissa paralysé un instant. Sous la lumière jaunâtre des luminaires, une adolescente était penchée sur l'évier gigantesque, lavant une montagne interminable d'assiettes, de verres et de couverts en argent. C'étaient les restes du dîner d'affaires qu'il avait organisé la veille pour des investisseurs internationaux. La jeune fille avait les cheveux châtains attachés en un chignon défait, et ses mains se mouvaient au ralenti, comme si chaque geste lui coûtait un effort immense. Clara, la fille de Madame Lucie, sa gouvernante de confiance depuis plus de 10 ans. Robert l'observa quelques secondes avant de parler. Les mains de la jeune fille étaient rouges, enflées, avec des marques visibles de brûlures récentes causées par l'eau chaude. Elle portait un tablier bien trop grand pour son corps frêle et avait des cernes profonds marquant son jeune visage. « Clara ?» La voix de Robert coupa le silence, faisant se retourner brusquement l'adolescente, manquant de faire tomber un plat en porcelaine. « Monsieur Robert !» Elle écarquilla les yeux manifestement effrayés. « Je ne savais pas que vous étiez éveillé. » Robert s'approcha lentement, analysant la situation. Clara devrait être en train de dormir. Elle avait cours le lendemain matin, il le savait, car Madame Lucie parlait toujours avec fierté de la diligence de sa fille pour les études. « Que faites-vous ici à cette heure? Où est votre mère ?» La question fit déglutir difficilement Clara. Elle détourna le regard, se concentrant à nouveau sur l'évier rempli de vaisselle. « Ma mère est... Elle a une forte grippe, monsieur. Très forte. Elle a besoin de se reposer pour ne pas perdre son emploi. Je l'aide juste un peu. Ce n'est rien de grave. » Mais c'était grave. Robert n'était pas arrivé au sommet du marché de la technologie en étant naïf. Il savait lire les gens mieux que les bilans financiers, et ce qu'il voyait sur le visage de Clara n'était pas l'inquiétude naturelle d'une fille s'occupant de sa mère grippée. C'était de la peur, une peur profonde, désespérée, du genre à glacer le sang dans les veines. « Clara, regardez-moi. » Il utilisa le ton ferme mais doux qu'il réservait aux moments délicats. « Votre mère va bien? »« Oui, monsieur. C'est juste une grippe. Demain, elle retournera au travail, je vous le promets. » Le mensonge était imprimé sur chaque mot nerveux, mais Robert décida de ne pas insister. Du moins pas encore. Il regarda autour de la cuisine. Dans un coin, appuyé contre le mur, se trouvait le vieux sac à dos d'école délavé de Clara, entrouvert. De l'intérieur, quelque chose de doré reflétait la lumière. Robert s'approcha discrètement pendant que la jeune fille recommençait à laver la vaisselle avec une vigueur renouvelée, comme si elle voulait finir vite et échapper à cette situation embarrassante. C'était un cordon d'honneur académique, doré, brillant, neuf, le genre de reconnaissance que seuls les meilleurs élèves recevaient. À côté, partiellement visible, il y avait une vieille photographie en noir et blanc. Robert tira légèrement la photo pour mieux la voir. Un militaire en uniforme, sourire discret, posture droite. L'emblème sur l'uniforme fit s'accélérer son cœur un instant, mais il garda sa réaction pour lui. Clara. Il reporta son attention sur la jeune fille. « Il est plus de 3 heures du matin. Allez dormir, je m'en occupe ici. »« Mais monsieur, je dois finir. C'est un ordre. » Robert utilisa le ton qui n'acceptait aucune contestation. « Rentrez chez vous. Reposez-vous. Nous parlerons demain. » Clara hésita, clairement partagée entre l'obéissance et le désespoir de terminer la tâche. Finalement, elle acquiesça, s'essuya les mains sur son tablier et prit son sac à dos. En passant devant Robert, elle garda les yeux baissés. « Merci, monsieur. Désolé du dérangement. »
Robert la vit sortir par la porte de derrière qui donnait accès à la zone de service et ensuite au petit appartement annexe où Madame Lucie et Clara vivaient. Quand la porte se referma, il resta là, debout, regardant l'évier rempli de vaisselle qui brillait sous la lumière artificielle. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il retourna dans sa chambre, mais le sommeil restait lointain. Allongé sur le lit king-size, fixant le haut plafond, Robert ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de ses mains rouges et enflées, de la peur imprimée sur le visage de Clara, de la photo du militaire dans le sac à dos. Cet emblème. Il connaissait cet emblème. À 6 heures du matin, quand les premiers rayons de soleil commencèrent à envahir la chambre à travers les rideaux lourds, Robert prit le téléphone et appela son assistant personnel, André, un homme discret et efficace qui travaillait avec lui depuis 15 ans. « André, j'ai besoin que vous fassiez une vérification complète pour moi. Discrète mais complète. »« Bien sûr, monsieur Dubois. Sur qui ?»« Madame Lucie, ma gouvernante. Et sa fille, Clara. Je veux tout savoir. Situation financière, santé, historique scolaire de la jeune fille, où elle travaille, ce qu'elles font. Tout. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. André connaissait suffisamment bien Robert pour ne pas poser de questions, mais la surprise était évidente dans le silence. « Compris. Combien de temps ai-je ?»« Le plus vite possible. Aujourd'hui même, si vous y arrivez. Je commence tout de suite. » Robert raccrocha et se leva enfin du lit. Il prit une longue douche chaude, enfila l'un de ses costumes sur mesure et descendit pour le petit déjeuner. La table était dressée impeccablement, comme toujours. Jus d'orange frais, fruits coupés de manière artistique, pains encore chauds, confiture maison. Mais Madame Lucie n'était pas en vue. À sa place, l'une des autres employées, Jeanne, servait le café. « Bonjour, Jeanne. Où est Madame Lucie ?»« Bonjour, Monsieur Robert. Madame Lucie a appelé tôt pour dire qu'elle était malade. Elle a demandé de vous prévenir qu'elle reviendrait demain. »« Malade. » »« Bien sûr. » Robert acquiesça et commença à manger machinalement, l'esprit déjà ailleurs. À 2 heures de l'après-midi, son téléphone sonna. C'était André. « Monsieur Dubois, j'ai terminé la vérification. Vous êtes à l'entreprise ? » ?»« Oui. Montez directement à mon bureau. » 20 minutes plus tard, André entra dans le bureau vitré au dernier étage du gratte-ciel qui abritait le siège de l'entreprise de Robert. Il portait une mallette noire sous le bras et une expression sérieuse sur le visage. Robert congédia sa secrétaire et ferma la porte. « Dites-moi. » André ouvrit la mallette et posa les documents sur la table en verre. « Madame Lucie n'a pas la grippe, monsieur. Elle a une maladie auto-immune complexe. Un lupus systémique, pour être précis. C'est grave et c'est à un stade avancé. » Robert sentit son estomac se serrer. Les médicaments dont elle a besoin ne sont pas couverts par le plan de santé de base que nous offrons aux employés. Le traitement complet coûte presque 4 000 € par mois. Pratiquement tout son salaire. 4 000 €. Une somme qui, pour Robert, était moins que ce qu'il dépensait pour un dîner d'affaires. Pour Madame Lucie, c'était le choix entre vivre ou manger. Et Clara ? André tourna la page, révélant des documents scolaires. C'est là que l'histoire devient plus impressionnante. Clara n'est pas seulement une bonne élève, monsieur Dubois. C'est la meilleure élève de tout le réseau scolaire public de Paris. 1. Rendement exceptionnel dans toutes les disciplines. Elle a obtenu une bourse complète et a été acceptée au programme de leadership jeune de la Sorbonne Université. Robert sentit un mélange de soulagement et de fierté. Au moins, la jeune fille avait un avenir brillant. Avait. André corrigea, et le ton de sa voix fit lever les yeux de Robert des documents. Clara a abandonné les cours il y a 3 semaines. Elle a manqué la date limite d'inscription à l'université. Selon les registres scolaires, elle a simplement cessé de se présenter sans donner d'explication. Robert sentit comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide. Comment ça, elle a abandonné? Pourquoi? J'ai enquêté plus en profondeur, monsieur. Clara travaille à 2 endroits en plus de couvrir les tâches de sa mère ici au manoir. Pendant la nuit, elle fait le travail lourd que Madame Lucie ne peut plus faire. Le soir de 20 h à 2 h du matin, elle travaille dans un snack-bar ouvert 24 heures sur 24 au centre-ville, près de la place de la République. Robert ferma les yeux, ses mains rouges et enflées, l'épuisement sur son visage, la peur dans ses yeux. Tout prenait sens maintenant.
Elle utilise l'argent des 2 emplois pour acheter les médicaments de sa mère et payer les factures. Elles ont 3 mois de loyer en retard pour l'appartement annexe. Le propriétaire a déjà menacé d'expulsion. Attendez. Robert ouvrit les yeux. Quel loyer? L'appartement annexe fait partie de la propriété. Madame Lucie y habite dans le cadre de l'accord de travail. André ajusta ses lunettes, mal à l'aise. En fait, monsieur, techniquement, cet espace ne figure pas comme logement de fonctionnaire dans les documents officiels. L'ancien propriétaire percevait un loyer symbolique. Lorsque vous avez acheté le manoir il y a 5 ans, vous avez maintenu le même accord informel, mais vous ne l'avez jamais formalisé. Robert jura à voix basse. Une autre faille administrative, une autre lacune qui permettait aux gens de profiter de la situation. Et Madame Lucie, fière et discrète comme elle l'avait toujours été, n'avait jamais mentionné de difficulté. Il y a encore une chose, monsieur Dubois. André hésita avant de prendre la dernière photo de la mallette. C'était une copie agrandie de la photographie que Robert avait vue dans le sac à dos de Clara. Le militaire en uniforme souriant discrètement. J'ai identifié l'homme sur la photo. C'est le sergent Antoine Lefebvre, grand-père de Clara. Il a servi lors d'une mission de paix de l'ONU en Haïti dans les années 70. Robert prit la photo avec des mains qui tremblaient légèrement. L'emblème du bataillon était net maintenant, agrandi. Son cœur s'accéléra. Le même bataillon où votre frère a servi, monsieur. Les mots d'André résonnèrent dans la pièce silencieuse. Robert resta à regarder la photo pendant de longues minutes. Son frère aîné, Édouard, n'avait que 23 ans lorsqu'il partit pour cette mission. C'était en 1976. Édouard était plein de rêves, idéaliste, croyait qu'il pouvait faire une différence dans le monde. Robert n'avait que 15 ans à l'époque et idolâtrait son frère. Il voulait être comme lui, courageux et déterminé. Édouard ne revint pas. Un accident lors d'une opération de sauvetage. Rapide, dirent-ils. Sans souffrance, assurèrent-ils. Mais pour la famille, surtout pour la mère de Robert, Madame Hélène, ce fut la fin du monde. Elle sombra dans une dépression profonde, presque catatonique. Elle cessa de manger, de parler, de vivre. Les médecins ne savaient que faire. Les médicaments n'aidaient pas. La thérapie ne fonctionnait pas, jusqu'à ce que les lettres commencent à arriver. Lettres écrites à la main, sur papier simple, avec une écriture ferme et soignée. Lettres du sergent Antoine Lefebvre, qui avait servi aux côtés d'Édouard. Il écrivit à Madame Hélène pendant des mois, peut-être une année entière. Il racontait des histoires sur Édouard, sur son courage, sur la façon dont il aidait les autres soldats, sur la façon dont il faisait rire tout le monde, même dans les situations les plus difficiles. Il décrivait le dernier jour avec des détails respectueux, assurant qu'Édouard n'avait pas souffert, que ce fut rapide, qu'il était un héros jusqu'à la fin. Et surtout, le sergent écrivit quelque chose qui sauva Madame Hélène. Qu'Édouard n'était pas parti seul, qu'il était là, tenant la main du jeune homme, lui disant des mots de réconfort, assurant que sa famille serait informée avec soin et respect. Le sergent traita Édouard non pas comme un soldat tombé de plus, mais comme un frère. Ces lettres ramenèrent Madame Hélène à la vie. Elle recommença à manger, à sortir du lit, à trouver un but en honorant la mémoire de son fils. La famille de Robert ne connut jamais personnellement le sergent Antoine, mais sa mère garda chaque lettre comme un trésor. Elle est décédée il y a quelques années, sereine, en paix, tenant le paquet de lettres jaunies. Et maintenant, des décennies plus tard, Robert découvrait que la fille et la petite-fille de cet homme extraordinaire travaillaient pour lui, et elles se détruisaient en silence pendant qu'il dormait dans des draps de soie italienne sans rien savoir. « André, j'ai besoin de l'adresse exacte où elles vivent, maintenant. »« C'est déjà là, monsieur. » André désigna le papier. « Rue des Acacias, numéro 127, appartement 3, Ménilmontant. » Robert prit les clés de sa voiture. « Annulez mon agenda pour le reste de la journée, et pour demain aussi. »« Monsieur, vous avez une réunion avec les investisseurs japonais demain à 9 heures. Annulez. » Robert était déjà à la porte. « Dites que j'ai eu une urgence familiale. Je ne mens pas. » 20 minutes plus tard, Robert garait sa Mercedes argentée devant un immeuble modeste de 3 étages à Ménilmontant. La peinture écaillée, quelques fenêtres aux vitres cassées rafistolées avec du ruban adhésif, une entrée sans concierge. Il monta les escaliers étroits jusqu'au 3e étage et frappa à la porte de l'appartement 3. Il fallut quelques minutes pour que la porte s'ouvre lentement.
Madame Lucie apparut dans la fente, et Robert dut contrôler son expression de choc. La femme qu'il voyait tous les jours impeccablement vêtue, énergique et efficace, était presque méconnaissable. Trop maigre, peau pâle, yeux cernés. Elle portait une vieille robe de chambre et s'appuyait sur le chambranle de la porte comme si elle pouvait à peine tenir debout. « Monsieur Robert ?» Sa voix sortit rauque, surprise. « Que faites-vous ici ?»« Puis-je entrer, Madame Lucie ?» Elle hésita, clairement gênée, mais finit par ouvrir la porte. L'appartement était minuscule. Un salon qui servait aussi de cuisine, avec un vieux canapé et une petite télévision. 2 portes, probablement pour une chambre et une salle de bain. Tout était propre, organisé, mais visiblement pauvre. Robert vit des flacons de médicaments sur la table basse. Beaucoup de flacons. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Madame Lucie désigna le canapé, mais elle-même resta debout, tendue. « Madame Lucie, je suis venue ici parce que j'ai découvert certaines choses, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » Son visage se ferma immédiatement, défensif. « Je sais que vous n'avez pas la grippe, je connais votre état de santé, je connais les médicaments, les factures en retard, et je sais que Clara a abandonné l'école pour travailler. » Madame Lucie ferma les yeux, et des larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Elle s'assit lourdement sur le canapé, comme si ses jambes ne la supportaient plus. « Je voulais vous le dire, monsieur Robert, mais j'avais peur. Peur de perdre mon emploi, d'être vu comme incapable, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. J'ai toujours été forte, j'ai toujours tout géré. Je ne voulais pas paraître faible. Vous n'êtes pas faible, Madame Lucie. Vous êtes humaine, et vous êtes malade. Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché? Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide? L'orgueil. » Elle répondit simplement, essuyant son visage avec ses mains tremblantes. « L'orgueil stupide et la honte. Vous faites déjà tant pour nous. Vous nous avez donné un emploi, un endroit où vivre. Je ne voulais pas être un fardeau de plus. » Robert se pencha avant la voix ferme mais douce. « Où est Clara maintenant ?» Madame Lucie regarda l'horloge murale. Il était presque 17 heures. « Elle est au travail, au snack-bar. Elle restera jusqu'à 2 heures du matin, comme toujours. »« Quel snack-bar ?»« Le Point, monsieur. Il se trouve sur l'avenue Jean Jaurès, à l'angle de la place de la République. S'il vous plaît, n'y allez pas. Elle sera gênée. J'ai déjà parlé avec elle. Je lui ai dit qu'elle devait retourner à l'école, que je trouverais une solution, mais elle ne m'écoute pas. Elle est têtue, monsieur, comme son grand-père. » En entendant la mention du grand-père, Robert sentit que c'était le moment. « Madame Lucie, je dois vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas, sur votre père et ma famille. » Elle le regarda, confuse. Robert sortit de la poche intérieure de sa veste de costume une vieille photo, soigneusement protégée par un plastique. Elle était presque identique à celle que Clara portait, mais sous un autre angle. 2 hommes en uniforme souriant à l'appareil photo. L'un d'eux était le sergent Antoine Lefebvre, l'autre était Édouard Dubois, frère de Robert. « Votre père a sauvé ma mère, Madame Lucie. Après le départ de mon frère pour cette mission, ma mère est tombée dans une dépression si profonde que les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas. Alors votre père a commencé à écrire des lettres, pendant plus d'1 an. Des lettres sur Édouard, sur qui il était, sur ses derniers moments. Ces lettres ont ramené ma mère à la vie. » Madame Lucie tint la photo à 2 mains, les yeux écarquillés. Des larmes tombèrent sur le plastique protecteur, tandis qu'elle traçait du doigt le visage de son père, parti depuis si longtemps. « Je ne savais pas. » Sa voix sortit en un murmure étranglé. « Papa ne m'a jamais raconté. Il disait seulement qu'il avait aidé quelques familles pendant son service, mais n'entrait jamais dans les détails. Il était discret comme ça, il l'a toujours été. Votre père était un héros, Madame Lucie, non seulement à la guerre, mais aussi après. Et je n'ai jamais pu le remercier personnellement. Quand j'ai enfin eu les moyens de le chercher, j'ai découvert qu'il était déjà décédé. C'était il y a plus de 15 ans. Il est parti quand Clara n'avait que 2 ans. Madame Lucie confirma, regardant toujours la photo. Problème cardiaque. Ce fut rapide. Robert acquiesça, respectant le moment de silence qui suivit. C'est pourquoi je suis ici, Madame Lucie. Ce n'est pas de la charité. C'est un règlement de compte en suspens depuis 50 ans.
Votre père a aidé ma famille quand nous en avions le plus besoin. Maintenant, c'est mon tour. Mais monsieur Robert, je ne peux pas, je ne demande pas la permission. Robert l'interrompit, doux mais ferme. Demain matin, vous serez hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai déjà un contact là-bas, l'un des meilleurs spécialistes des maladies auto-immunes du pays. Il s'occupera de vous personnellement. Tous les coûts sont à ma charge. Monsieur, c'est trop... Et Clara? Robert continua, ignorant la protestation. Clara retournera à l'école. Mon assistant l'accompagnera pour régulariser la situation, passer les examens qu'elle a manqués et récupérer sa bourse d'études. J'utiliserai mes contacts à l'université pour annuler les délais bureaucratiques. Madame Lucie commença à pleurer plus fort, couvrant son visage de ses mains. C'étaient des pleurs de soulagement, d'épuisement, de gratitude accumulée. « Mais maintenant, je dois aller chercher votre fille. » Robert se leva. « Parce que si elle travaille dans ce snack-bar de 20h à 2h du matin, elle ne sait probablement même pas que je suis ici. »« Elle résistera, monsieur. Clara a hérité de la ténacité de son grand-père. » « Alors elle a hérité de la ténacité de la bonne personne. » Robert sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Parce que je suis aussi têtu. Restez ici, reposez-vous. Fermez la porte à clé, je vais ramener votre fille. À la maison. » Le snack-bar Le Point était exactement le genre d'établissement où Robert n'était jamais entré de sa vie. Lumière néon clignotante, odeur de friture dans l'air, tables en formica usées, un comptoir sale où quelques personnes buvaient du café réchauffé. Il était presque 20h et le mouvement était modéré. Robert entra et resta dans un coin, observant. Clara était là, vêtue d'un uniforme jaune et marron qui était bien trop grand pour elle. Elle portait un lourd plateau avec des assiettes de nourriture, servant une table de 4 hommes qui parlaient de fort et riaient de blagues, qu'elle ne trouvait clairement pas drôles. L'un d'eux fit un commentaire que Robert ne put entendre, mais il vit Clara rougir et s'éloigner rapidement. Pendant l'heure suivante, Robert se contenta d'observer. Il vit Clara être interpellée grossièrement par le gérant, un homme grassouillé à moustache, chaque fois qu'elle tardait quelques secondes de plus à servir une table. Il la vit trébucher sur ses propres pieds, tant elle était fatiguée. Il vit les cernes profonds, la façon dont elle plissait les yeux comme si elle avait mal à la tête. Il était clair que la jeune fille était à la limite absolue de ses forces. Alors ça arriva. Clara portait un plateau particulièrement lourd, rempli d'assiettes avec des portions généreuses de nourriture. Elle venait d'une table au fond et devait traverser la salle jusqu'à la cuisine. Mais au milieu du chemin, ses jambes fléchirent. Elle tenta de s'équilibrer, mais le poids du plateau la tira sur le côté. Tout se passa au ralenti. Le plateau lui glissa des mains, tomba sur le sol avec un fracas monumental. Les assiettes se brisèrent. La nourriture se répandit sur le sol. Les couverts volèrent dans toutes les directions. Le bruit fut si fort que tout le snack-bar s'arrêta. Tout le monde regarda. Clara resta là, paralysée, regardant le désastre à ses pieds. Ses mains tremblaient. Son visage était blanc. Le gérant apparut immédiatement, rouge de colère. « Clara, mais qu'est-ce que vous avez fait, jeune fille ?»« Je suis désolé, monsieur Valère, j'ai glissé. »« Vous avez glissé? Vous avez glissé ?» L'homme criait pratiquement maintenant. « C'est 200 € de nourriture par terre, sans compter les assiettes. Tout sera déduit de votre salaire, vous entendez bien, tout. »« Mais monsieur, Valère, mon salaire ne suffit même pas. Alors ça prendra 2 mois pour payer. 3, 4, peu importe. Vous paierez jusqu'au dernier centime. » Clara commençait à pleurer, et certains clients détournèrent le regard, gênés. Le gérant continuait à crier, pointant du doigt le visage de la jeune fille. C'est alors que Robert bougea. Il traversa le snack-bar à grands pas fermes, sa présence imposante faisant automatiquement place aux gens. Il s'arrêta entre Clara et le gérant, sortant son portefeuille de sa poche. « Combien a été le préjudice ?» Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité qui fit taire le gérant immédiatement. « Qui êtes-vous, monsieur ?»« Quelqu'un qui va payer ce qu'elle a cassé. Combien ?» Le gérant regarda Robert, puis Clara, confus. C'était 200 € de nourriture, plus environ 80 € de vaisselle. 300 alors. Robert sortit 6 billets de 100 € et les posa dans la main du gérant. C'est payé, avec un bonus pour les désagréments. Monsieur Robert? Clara le reconnut enfin, ses yeux écarquillés de surprise et de honte.
Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Ramassez vos affaires. Vous ne travaillez plus ici. Mais j'ai besoin de... Non, vous n'avez pas besoin. Robert l'interrompit. Monsieur Valère, c'est la démission de Clara. Elle ne reviendra pas demain ni jamais. Le gérant tenait toujours les billets, hébété. Mais elle doit faire son préavis. Considérez le préavis comme effectué et payer ce qu'elle a à recevoir. Elle n'a rien à recevoir, elle me doit de l'argent. Elle ne doit plus, j'ai payé, maintenant donnez-moi ce qu'elle a gagné cette semaine. Le gérant, intimidé par la présence de Robert et par l'argent qu'il tenait encore, grommela, mais alla à la caisse. Il revint avec quelques billets froissés et les remit à Robert qui les passa à Clara. « Allons-y. » Il posa doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille. « Prenez vos affaires et partons. » Clara était encore sous le choc, mais obéit. Elle alla au fond, revint avec un petit sac à dos et suivit Robert jusqu'à la porte. Quand ils sortirent, le silence embarrassé du snack-bar se rompit finalement en murmures spéculatifs. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Clara s'arrêta et regarda Robert. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. »« Si, j'en avais besoin. » Montez dans la voiture. La Mercedes était garée au coin de la rue. Clara regarda le véhicule de luxe, puis ses propres vêtements tachés de graisse, et hésita. « Je vais salir. »« Je m'en fiche. Entrez. » Pendant les premières minutes du trajet, aucun des deux ne parla. Robert conduisait avec prudence dans la circulation parisienne, tandis que Clara regardait par la fenêtre, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Puis il remarqua. Sa main droite saignait. Une coupure fine mais profonde, probablement causée par un éclat de vaisselle lorsque le plateau était tombé. « Vous êtes blessé. » Clara regarda sa propre main comme si elle la voyait pour la première fois. « C'est juste une égratignure. » « Non, ce n'est pas ça. » Robert arrêta la voiture sur le bas-côté, alluma la lumière intérieure et ouvrit la boîte à gants, d'où il sortit une trousse de premiers secours complète. « Donnez-moi votre main. » Clara tendit la main, et Robert nettoya la coupure avec soin, utilisant de la gaze et un antiseptique. Elle fit une grimace de douleur, mais ne se plaignit pas. Il posa un pansement approprié, le fixant avec du ruban adhésif. « Voilà. Demain, vous le changerez. » Le geste simple, paternel, fut trop pour Clara. La barrière qu'elle avait construite autour d'elle-même pendant des semaines se brisa enfin. Elle commença à pleurer. Non pas un pleur silencieux, mais des sanglots profonds, désespérés, qui secouaient tout son petit corps. Je n'en pouvais plus. Les mots sortirent entre les sanglots. Je n'en pouvais plus, monsieur Robert. J'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé, mais c'est trop lourd. Robert ne dit rien, attendant simplement qu'elle se défoule. « Ma mère est en train de mourir. » Clara continua, la voix brisée. Elle dit qu'elle va bien, mais je vois. Elle est de plus en plus faible chaque jour, et les médicaments coûtent si cher. Si cher. J'ai pensé que si je travaillais plus, si je dormais moins, j'y arriverais. Mais je n'y arrive pas, je ne peux pas sauver ma mère et avoir un avenir en même temps. Alors j'ai choisi. Vous avez choisi quoi? J'ai choisi ma mère. Clara s'essuya le visage avec le dos de sa main valide. J'ai jeté la lettre de l'université. J'ai abandonné les cours. Parce que comment pourrais-je aller à la Sorbonne Université, étudier la politique, avoir une carrière, pendant que ma mère dépérit sans médicaments à la maison? Comment? Quel genre de fille serais-je? Robert sentit un pincement au cœur. Cette jeune fille de 17 ans portait un fardeau que beaucoup d'adultes ne pourraient supporter. Et elle le portait en silence, sans demander d'aide, sacrifiant son brillant avenir pour la personne qu'elle aimait. Clara, vous n'aviez pas à choisir. Personne ne devrait avoir à faire ce choix. Mais je l'ai fait, et je ne le regrette pas. Je préfère être ignorante et avoir ma mère vivante que d'être diplômée et de l'avoir perdue. Et que dirait votre mère si elle savait que vous avez jeté votre avenir pour elle? Clara resta silencieuse, fixant ses propres mains. Elle serait anéantie. Elle finit par admettre. Elle disait toujours que je serais la première de la famille à avoir un diplôme universitaire, que je ferais une différence dans le monde, que grand-père serait fier.
Alors pourquoi pensez-vous avoir le droit de lui enlever cela? La joie de voir sa fille grandir, obtenir son diplôme, réussir. Clara regarda Robert avec des yeux embués de larmes. Parce que la joie n'achète pas de médicaments, monsieur Robert. La réalité est cruelle comme ça. Mais s'il y avait une autre solution, et si vous n'aviez pas besoin de choisir, il n'y a pas d'autre solution. J'ai déjà cherché. J'ai déjà essayé des programmes sociaux. J'ai déjà essayé des financements. J'ai tout essayé. Il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a une. Robert recommença à conduire, reprenant son chemin. Et vous découvrirez laquelle quand nous arriverons à la maison. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Madame Lucie ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Elle devait attendre avec anxiété. En voyant sa fille, elle la tira dans une étreinte serrée. « Clara, ma fille, Dieu merci. »« Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi monsieur Robert est-il venu me chercher ?»« Entrez, » dit Robert. « Nous devons parler, tous les trois. » Ils s'assirent dans le petit salon. Robert dans le seul fauteuil, Madame Lucie et Clara côte à côte sur le canapé. La tension était palpable. « Clara, je sais tout. Je sais que vous avez abandonné l'école. Je sais pour les 2 emplois. Je sais que vous tuez vos rêves pour essayer de sauver votre mère. » Clara baissa la tête, gênée. « Mais cela s'arrête maintenant. À partir de demain, les choses vont changer. Votre mère sera hospitalisée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les meilleurs médecins s'occuperont d'elle. Tous les médicaments dont elle a besoin, tous les traitements, tout est payé. Et vous, Clara, vous retournerez à l'école. Monsieur Robert, je ne peux pas accepter cela. » Clara leva la tête, la ténacité familiale brillant dans ses yeux. « C'est trop. Nous n'avons pas les moyens de payer. » « Je ne demande pas de paiement. »« Alors c'est de la charité, et je n'accepte pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité. » Robert se pencha en avant. « C'est une dette. »« Quelle dette? Nous ne vous connaissions pas avant que ma mère ne commence à travailler au manoir. »« Non, vous ne me connaissiez pas. Mais je connais votre famille depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. » Robert fit un signe à Madame Lucie qui comprit. Elle se leva, alla dans la chambre et revint avec quelque chose dans les mains. La photo du sergent Antoine Lefebvre que Robert avait laissé là plus tôt. « Clara, cet homme à côté de votre grand-père est mon frère, Édouard Dubois. » Clara prit la photo confuse. « Votre grand-père et mon frère ont servi ensemble lors d'une mission de paix il y a 50 ans. Mon frère n'est pas revenu de cette mission. Et quand il est parti, ma mère est tombée dans une dépression si profonde que les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas. » Robert fit une pause, la voix chargée d'émotion. « C'est votre grand-père, Clara, qui a sauvé ma mère. Il a écrit des lettres pendant plus d'1 an. Des lettres sur Édouard, sur qui il était, sur ses derniers moments. Il a traité mon frère avec dignité jusqu'à la fin et a ensuite réconforté ma famille quand nous en avions le plus besoin. Ces lettres ont ramené ma mère à la vie. » Clara regardait la photo, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais pu remercier personnellement votre grand-père. Quand j'ai enfin eu les moyens de le chercher, il était déjà parti. Cette dette était restée avec moi pendant toutes ces années, me hantant. Toute ma fortune ne peut pas payer ce que cet homme a fait pour ma famille. Je ne savais pas. » Clara murmura. « Ma mère me l'a raconté il y a un instant, mais je n'arrive toujours pas à y croire. Votre grand-père était un héros, Clara, et vous êtes sa digne petite-fille. Mais tout comme il n'a laissé personne derrière lui lors de cette mission, je ne vous laisserai pas tomber maintenant. La devise de son bataillon était celle-ci. Personne n'est laissé pour compte. » Des larmes coulaient sur le visage de Clara, mais elle résistait encore. « Malgré tout, monsieur Robert, c'est trop. Les frais d'hôpital, les médicaments, tout cela coûtera une fortune. Pour vous, oui. Pour moi, c'est moins que ce que je dépense en 1 mois de facture d'électricité de l'entreprise. Clara, vous avez 17 ans et vous pensez déjà à tout abandonner. Votre mère se tue au travail tout en étant malade par fierté. Cela doit cesser. Mais ce n'est pas juste. Vous n'avez aucune obligation envers nous. Je n'ai pas d'obligation. J'ai une dette et un choix. Je peux continuer à accumuler de l'argent que je ne pourrai jamais dépenser, dormant mal toutes les nuits, me sentant vide malgré tout ce que j'ai, ou je peux faire quelque chose qui compte vraiment, aider la famille de l'homme qui a sauvé la mienne.
Madame Lucie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin. « Clara, accepte, s'il te plaît. Non pas pour nous, mais pour ton grand-père. Il serait heureux de savoir que le bien qu'il a fait est revenu à sa famille. » Clara regarda sa mère, puis Robert, puis la photo dans ses mains. La résistance dans ses yeux commença finalement à céder. « Je veux juste que ma mère aille bien. »« Elle ira bien, » Robert promit. « Je vous le garantis. Et je veux juste que tu retournes étudier. » Madame Lucie tint la main de sa fille. « Que tu aies l'avenir que ton grand-père a toujours rêvé pour toi. » Clara s'effondra finalement en larmes à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de gratitude. « D'accord, j'accepte, et je travaillerai le reste de ma vie pour payer cette dette. » « Il n'y a pas de dette entre nous, Clara. Il n'y a que le règlement de compte d'une ancienne dette. Maintenant, reposez-vous. Demain, nous allons remettre tout sur les rails. » Les jours suivants, la vie de Madame Lucie et Clara changea complètement. Le mercredi matin, Robert conduisit personnellement Madame Lucie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il avait pris rendez-vous avec le docteur François Leclerc, l'un des plus grands spécialistes des maladies auto-immunes du pays. Le médecin examina Madame Lucie minutieusement, demanda une série d'examens et en fin d'après-midi avait déjà un diagnostic détaillé et un plan de traitement agressif. « Madame Lucie, vous êtes à un stade avancé du lupus, mais ce n'est pas irréversible, » expliqua le docteur Leclerc assis dans son cabinet moderne. « Nous allons commencer par un traitement immunosuppresseur puissant, combiné à des médicaments biologiques de dernière génération. Ce sont des médicaments chers mais extrêmement efficaces. Docteur, combien cela va-t-il coûter ?» demanda Madame Lucie, n'y croyant toujours pas d'être là. « Vous n'avez pas à vous en soucier. Monsieur Robert a déjà tout réglé. Votre seul objectif maintenant est de vous rétablir. » Madame Lucie regarda Robert, qui était appuyé contre le mur du cabinet. « Monsieur Robert, comment vais-je vous remercier ? En allant mieux. C'est le seul remerciement que je souhaite. » Pendant ce temps, André, l'assistant de Robert, accompagna Clara de retour à l'école publique où elle étudiait. La directrice, une dame aux cheveux gris appelée professeur Martine, les reçut dans son bureau avec un mélange de soulagement et de préoccupation. « Clara, vous avez disparu. Vous avez disparu sans donner d'explication. Nous avons appelé chez vous à plusieurs reprises. »« Je sais, professeur, et je suis désolé, mais j'ai dû travailler pour aider ma mère. » André intervint. « Professeur Martine, je suis André Dupont, assistant de l'homme d'affaires Robert Dubois. Je suis venu ici pour aider à régulariser la situation de Clara. C'est une excellente élève, la meilleure du réseau scolaire public, et elle ne peut pas perdre son année à cause de circonstances qui étaient hors de son contrôle. » La directrice soupira. « Clara est vraiment exceptionnelle, mais les règles sont claires. Elle a manqué plus de 30% des cours, et la date limite d'inscription à l'université est déjà passée. Je comprends les règles, professeur, mais il y a des exceptions pour les cas spéciaux, n'est-ce pas? Les cas de difficultés extrêmes de la famille ?» La professeure Martine ajusta ses lunettes et regarda Clara avec plus d'attention. « Il y a des exceptions, oui, mais elles doivent être très bien documentées. Clara, pourquoi ne nous avez-vous pas dit ce qui se passait? »« Parce que j'avais honte, professeur. » Clara admit, la voix basse. « Honte d'échouer, honte de ne pas pouvoir tout gérer. »« Vous n'échouiez pas, ma fille. Vous surviviez. » André posa sur la table de la directrice une épaisse enveloppe. « Voici tous les documents nécessaires. Rapports médicaux de la mère de Clara, preuves de revenus, historique de la situation familiale. Tout est certifié et authentifié. Clara travaillait pour payer le traitement médical de sa mère. C'est un cas classique d'exception. » La professeure Martine parcourut les documents des yeux, son expression s'adoucissant à chaque page. « Tout est en ordre. Je peux autoriser Clara à passer les examens de rattrapage. Si elle réussit, elle pourra terminer l'année scolaire. Elle réussira. » André dit avec conviction. « Clara est la meilleure élève que cette école ait jamais eue. » « De cela, je n'en doute pas. » La directrice sourit pour la première fois. « Clara, vous pouvez passer les examens la semaine prochaine, tous en une seule journée. Ce sera difficile, mais je sais que vous y arriverez. » « Merci, professeur. Je promets que j'étudierai beaucoup. Je sais que vous le ferez. Maintenant, à propos de l'université. J'ai déjà renoncé à la Sorbonne Université, professeur. Le délai est passé. » « Pas nécessairement. » André intervint à nouveau. « Monsieur Robert a des contacts à la rectorat.
Il demandera une réunion spéciale pour présenter le cas de Clara. Avec son historique académique et les circonstances spéciales, il y a de bonnes chances que nous obtenions une exception. Clara regarda André avec une espérance renouvelée dans les yeux. « Vous pensez vraiment que c'est possible ? Avec Robert Dubois qui fait la demande personnellement, j'en suis sûr. » Et André avait raison. 3 jours plus tard, Robert s'assit dans le bureau du recteur de la Sorbonne Université avec le professeur Auguste Fournier, recteur de l'université. C'était une pièce imposante avec des étagères remplies de livres anciens, des diplômes au mur et une table en acajou massif. Le recteur était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux complètement blancs, des lunettes à monture fine et un air d'autorité académique. « Monsieur Robert, c'est un honneur de vous recevoir. J'ai appris que vous avez fait un don généreux à notre nouvelle bibliothèque numérique. Ce fut un plaisir d'aider, professeur Fournier, mais aujourd'hui, je suis ici pour une raison différente. Je suis venu parler d'une élève exceptionnelle qui a manqué la date limite d'inscription en raison de circonstances extrêmes. » Robert présenta le cas de Clara en détail, omettant tout élément qui pourrait ressembler à une demande de faveur personnelle. Il se concentra sur les mérites académiques de la jeune fille, son historique impeccable, les circonstances documentées qui l'avaient forcé à abandonner temporairement ses études. Le recteur écouta attentivement, feuilletant les documents que Robert avait apportés. C'est vraiment un cas remarquable. Mademoiselle Clara a des notes exceptionnelles. Elle n'a jamais eu moins de 9 dans aucune discipline. Elle a été première du programme de leadership jeune, et il est documenté ici qu'elle travaillait pour payer le traitement médical de sa mère. Exactement. Une jeune fille qui a sacrifié son avenir pour la personne qu'elle aime mérite une seconde chance, ne croyez-vous pas? Je suis entièrement d'accord, mais comprenez, monsieur Robert, qu'il y a des protocoles. Les délais existent pour une raison. Si j'ouvre, ça a une exception pour une personne. D'autres pourraient exiger le même traitement. Je comprends parfaitement, professeur, mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui a simplement oublié la date limite ou ne s'est pas organisé. C'est le cas d'une jeune femme qui luttait littéralement pour la survie de sa famille. Il y a une différence. Le recteur resta silencieux quelques instants, pensif. Je présenterai le cas au conseil universitaire. Je ne peux rien garantir, mais je donnerai mon avis favorable. Avec son historique, je crois que nous avons de bonnes chances. C'est tout ce que je demande, professeur. Une juste chance. Elle l'aura. Et monsieur Robert, si vous me permettez une observation personnelle, il est rare de voir des hommes d'affaires de votre calibre s'impliquer aussi directement dans des questions sociales individuelles. La plupart préfèrent faire des dons et laisser les institutions gérer les cas. Robert sourit discrètement. Disons que ce cas est personnel pour moi, professeur. Très personnel. Pendant que Robert se battait pour la place de Clara à l'université, à l'hôpital, Madame Lucie commençait son traitement. Les premiers jours furent difficiles. Les médicaments immunosuppresseurs étaient puissants et causaient nausées, vertiges, faiblesse. Mais le docteur Leclerc suivait chaque réaction, ajustait les dosages, prescrivait des médicaments complémentaires pour soulager les effets secondaires. « Il est normal de se sentir pire avant d'aller mieux, Madame Lucie », expliquait-il lors de ses visites quotidiennes. « Nous attaquons la maladie agressivement. Votre corps répond au traitement. » Clara visitait sa mère tous les jours après l'école. Elle avait repris les cours avec une énergie renouvelée, déterminée à rattraper le temps perdu. Elle étudiait pendant des heures, refaisait des exercices, demandait de l'aide au professeur. C'était comme si un poids gigantesque avait été retiré de ses épaules et qu'elle pouvait enfin respirer. Lors d'une de ses visites, elle trouva sa mère assise sur le lit d'hôpital, avec une meilleure apparence qu'elle n'avait vue depuis des mois. Madame Lucie avait plus de couleur au visage, les yeux plus brillants, un sourire authentique sur les lèvres. « Maman, tu es magnifique. Je me sens mieux, ma fille, beaucoup mieux. » Le docteur Leclerc a dit que le traitement fonctionnait au-delà des attentes. Clara s'assit sur le bord du lit et tint la main de sa mère. « J'avais si peur. Maman, si peur de te perdre. Je sais, ma fille. Moi aussi. Mais regarde-nous maintenant. Toi de retour à l'école, moi recevant le traitement dont j'ai besoin. Tout cela grâce à monsieur Robert. Grâce à grand-père Antoine aussi. » Clara corrigea. « C'est lui qui a semé la graine de ce miracle il y a 50 ans. Ton grand-père serait si fier de toi, Clara. Si fier. »
Les deux restèrent enlacés quelques minutes, en silence, ressentant simplement la gratitude et le soulagement d'être ensemble, vivantes, avec de l'espoir. La semaine des examens arriva. Clara entra dans la salle de classe à 7 heures du matin un vendredi. Elle avait 6 examens à passer: français, mathématiques, histoire, géographie, physique et chimie. Tout en une seule journée. C'était épuisant, mais elle était préparée. La professeure Martine avait tout organisé soigneusement. Clara resterait seule dans une salle avec une surveillance adéquate et aurait le temps nécessaire pour compléter chaque examen. À 19 heures, après 12 heures d'examen intense, Clara posa finalement son stylo sur la table et soupira profondément. C'était fait. 5 jours plus tard, la directrice l'appela dans son bureau. Clara entra nerveuse, les mains moites. « Clara, asseyez-vous. »« J'ai réussi, professeur ?» La professeure Martine sourit largement. « Vous avez réussi avec brio, ma fille. Vous avez obtenu la note maximale à 4 examens et plus de 9 aux 2 autres. Vous êtes officiellement approuvée pour obtenir votre diplôme. » Clara sentit les larmes monter immédiatement. « Merci, professeur. Merci beaucoup. »« La gratitude est la mienne, Clara, d'avoir une élève comme vous. Maintenant, allez fêter ça. Vous le méritez. » La cérémonie de remise des diplômes fut fixée à fin décembre. Elle aurait lieu à l'école même, un Mingmid-Sets, événement simple mais significatif. Clara était excitée mais aussi nerveuse. Madame Lucie était sortie de l'hôpital 2 semaines auparavant et était à la maison, poursuivant son traitement en ambulatoire. Le docteur Leclerc garantit qu'elle était en rémission complète, que la maladie était contrôlée. 2 jours avant la remise des diplômes, le recteur de la Sorbonne Université appela personnellement Robert. « Monsieur Robert, j'ai de bonnes nouvelles. Le conseil universitaire a approuvé l'exception pour Clara. Elle est officiellement acceptée dans le programme de sciences politiques pour le prochain semestre. » Robert ferma les yeux, sentant une vague de soulagement et de joie. « Professeur Fournier, je n'ai pas de mots pour vous remercier. »« Vous n'avez pas à remercier. La jeune fille le mérite. D'ailleurs, j'aimerais la rencontrer personnellement. Puis-je assister à sa remise de diplôme ? Ce serait un honneur pour Clara et pour moi. » Le soir de la remise des diplômes, la cour de l'école était décorée avec simplicité mais avec affection. Des ballons bleus et blancs, les couleurs de l'école, pendèrent du plafond. Des chaises alignées pour les invités, une petite scène montée devant. Les diplômés, tous vêtus des robes de cérémonie traditionnelles, attendaient, nerveusement en coulisses. Clara ajusta son mortier pour la 10e fois. Elle avait été choisie comme oratrice de la promotion, un honneur qui la rendait simultanément fière et terrifiée. Dans le public, elle savait qu'étaient présents sa mère, Robert, André et, à sa surprise, le recteur de la Sorbonne Université. La cérémonie commença. Hymne national, mot de la directrice, remise des diplômes. Finalement, arriva le moment du discours de l'oratrice. Clara monta sur scène, les jambes tremblantes, le cœur battant fort. Elle tint le microphone et regarda le public. Clara prit une profonde inspiration et commença à parler. Sa voix, sortit tremblante au début, mais prit de la force au fur et à mesure que les mots coulaient. « Bonsoir à tous, professeurs, famille, camarades de classe. J'ai été choisi pour parler au nom de notre promotion aujourd'hui, et j'avoue avoir passé des jours à réfléchir à ce que je dirais. J'ai pensé parler de l'avenir, des rêves, du succès. Mais j'ai réalisé qu'il serait malhonnête de ma part de parler de succès individuels, alors que j'ai failli ne pas arriver ici. » Elle fit une pause, regardant directement là où sa mère était assise. « Il y a quelques mois, j'étais prête à tout abandonner. J'ai abandonné les cours, j'ai jeté ma lettre d'acceptation de l'université, j'ai travaillé à 2 emplois simultanément. Non pas parce que je ne valorisais pas l'éducation, mais parce que j'avais quelque chose de plus important. Ma mère était malade et je devais la sauver. Pour moi, le choix était évident. Un diplôme ne vaut rien si l'on perd les personnes que l'on aime. » Des murmures d'empathie parcoururent l'assistance. Mais alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelqu'un m'a vu. Quelqu'un a vu au-delà de la jeune fille épuisée lavant la vaisselle à l'aube. Quelqu'un a décidé que je méritais une seconde chance et, plus important encore, que ma mère méritait de vivre avec dignité et santé. Clara regarda Robert, qui était assis à côté de Madame Lucie. Cette personne m'a appris que la bonté n'est pas une faiblesse, qu'aider n'est pas de la charité quand cela vient d'un lieu de gratitude et de respect,
qu'il arrive que le bien que nous faisons dans le monde nous revienne de manière que nous n'aurions jamais imaginée, même 50 ans plus tard. Robert sentit ses yeux s'embuer. Mon grand-père que je n'ai jamais connu fut un héros silencieux. Il a aidé des familles dans leurs moments les plus sombres, sans rien attendre en retour. Et des décennies plus tard, cette bonté est revenue à ma mère et à moi quand nous en avions le plus besoin. Cela m'a fait comprendre quelque chose de fondamental. Nous ne vivons pas seuls. Nous faisons partie d'un réseau invisible de soutien, de petits gestes qui s'accumulent et résonnent à travers le temps. Clara regarda ses camarades de classe. Alors mon message pour vous tous aujourd'hui n'est pas d'être le meilleur, le plus riche ou le plus célèbre, c'est d'être bienveillant, de voir les gens autour de vous, de comprendre qu'un geste simple peut changer un destin, de ne jamais oublier d'où nous venons et de toujours tendre la main à ceux qui en ont besoin. Elle fit une dernière pause, la voix étranglée par l'émotion. Merci à tous les professeurs qui n'ont pas renoncé à moi. Merci à mes camarades qui m'ont toujours soutenu. Merci à ma mère, ma forteresse, mon inspiration. Et merci à celui qui m'a donné la plus grande leçon de toutes, que personne n'est laissé pour compte quand nous avons le courage de prendre soin les uns des autres. Félicitations, promotion 2025. Nous allons changer le monde, un geste bienveillant à la fois. L'assistance explosa en applaudissements. Des gens se levèrent, beaucoup avec des larmes aux yeux. Madame Lucie pleurait ouvertement, fière. Robert applaudissait avec vigueur, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Même l'austère professeur Auguste, le recteur de la Sorbonne Université, essuyait discrètement ses yeux avec un mouchoir. Quand la cérémonie se termina et que les familles se réunirent avec les diplômés pour des photos et des embrassades, le professeur Auguste s'approcha de Clara. « Mademoiselle Clara, je suis Auguste Fournier, recteur de la Sorbonne Université. Votre discours était remarquable, sincère, profond, inspirant. Vous avez un avenir brillant en politique. » « Merci, professeur, c'est un honneur de vous rencontrer. »« L'honneur est le mien, et j'ai une proposition pour vous. En plus de la place régulière dans le cursus de sciences politiques, j'aimerais vous inviter à faire partie d'un programme spécial de mentorat que nous offrons aux élèves exceptionnels. Vous travaillerez directement avec des professeurs renommés, aurez accès à des stages dans des organismes gouvernementaux et des organisations internationales. Qu'en pensez-vous ? Clara regarda Robert et sa mère, cherchant confirmation. Tous deux acquiescèrent, souriant. « J'accepte, professeur. » Avec beaucoup de fierté. Les jours suivants, tandis que Clara se préparait pour son déménagement au campus universitaire de la Sorbonne Université, qui se trouvait dans une autre région de Paris, Robert eut une conversation importante avec Madame Lucie. Il l'appela pour un café au manoir, non pas en tant que patronne et employée, mais en tant qu'amie. « Madame Lucie, je dois parler de votre avenir. »« Mon avenir, monsieur Robert ? » ?»« Oui, vous êtes rétabli, en bonne santé. Et je sais que vous êtes le type de personne qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin de travailler pour se sentir digne. » Madame Lucie acquiesça, un peu préoccupée par la tournure de la conversation. « Mais je ne veux pas que vous retourniez travailler comme gouvernante, non pas parce que vous n'êtes pas excellente dans ce que vous faites, mais parce que j'ai quelque chose de mieux en tête. » Il posa sur la table un document officiel. « J'ai créé un fonds de bienfaisance en mémoire de ma mère, Antiscience Hélène Dubois. Son objectif est d'aider les familles d'anciens combattants qui traversent des difficultés, que ce soit en matière de santé, d'éducation ou de besoins fondamentaux. C'est une façon d'honorer sa mémoire et celle de votre père. » Madame Lucie regarda le document confuse. « C'est très beau, monsieur Robert, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? » ?»« Tout, parce que je veux que vous soyez l'administratrice de ce fonds. »« Moi ? Mais monsieur, je n'ai pas la formation pour cela. Je suis gouvernante. » « Vous êtes bien plus que cela, madame. Lucie, vous êtes quelqu'un qui sait ce que c'est de lutter, ce que c'est d'avoir besoin d'aide, ce que c'est d'avoir trop d'orgueil pour demander. Vous savez identifier qui a vraiment besoin d'aide. Vous savez séparer les cas urgents des moins graves. Et surtout, vous savez faire cela avec empathie et respect. Mais la partie administrative, les documents, l'argent, vous aurez une équipe pour vous aider avec cela. Des comptables, des avocats, des assistants sociaux. Mais la décision finale sur qui aider et comment aider sera toujours la vôtre, et le salaire est 3 fois ce que vous gagnez comme gouvernante. Madame Lucie resta silencieuse, traitant la proposition
Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Monsieur Robert, vous me donnez un but. Ce n'est pas seulement un emploi, c'est une raison de vivre. » Exactement. Transformez la douleur que vous avez traversée en aide pour d'autres. Créez un héritage. Honorez votre père. J'accepte. De tout mon cœur, j'accepte. Le jour du départ de Clara pour le campus universitaire, Robert insista pour l'y emmener personnellement. Elle n'avait que 2 valises de vêtements et de livres, mais il tint à passer par le magasin d'électronique avant. « Monsieur Robert, où allons-nous? Le campus est de l'autre côté. »« Je sais, mais d'abord, nous devons faire un arrêt. » Une demi-heure plus tard, ils sortirent du magasin avec 2 grands sacs. À l'intérieur, un ordinateur portable de dernière génération, une tablette, des écouteurs professionnels et quelques accessoires. « Monsieur Robert, c'est trop. Clara, vous allez étudier la politique. Vous aurez besoin de faire des recherches, d'écrire des articles, de suivre des cours en ligne. Ces outils ne sont pas un luxe, ce sont une nécessité. Acceptez et ne discutez pas. » Clara sourit, acceptant finalement que résister était inutile quand Robert décidait quelque chose. Quand ils arrivèrent à la résidence étudiante, un bâtiment moderne sur le campus, Robert aida Clara à monter ses valises jusqu'à sa chambre au 3e étage. C'était un espace petit mais confortable qu'elle partagerait avec une autre étudiante. Il y avait 2 lits, 2 bureaux, une armoire partagée et une fenêtre avec vue sur la cour centrale du campus. Clara commença à ranger ses affaires, mais Robert l'appela. « Attendez, j'ai encore une chose pour vous. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste de costume une enveloppe jaunie. À l'intérieur, l'ancienne photographie que Clara avait vue plusieurs fois maintenant. Le sergent Antoine Lefebvre et Édouard Dubois, côte à côte, en uniforme, souriant à l'appareil photo. « Cette photo vous appartient maintenant, Clara. Vous êtes la gardienne de l'héritage de ces 2 hommes. Votre grand-père qui a sauvé ma famille avec sa bonté, et mon frère qui a enseigné à votre grand-père le sens du compagnonnage. Ils sont ensemble sur cette photo parce qu'ils étaient frères d'armes, et maintenant nous sommes aussi une famille. » Clara prit la photo avec révérence, la tenant comme le trésor qu'elle était. « Merci, monsieur Robert, pour tout, pour m'avoir vu quand j'étais invisible, pour avoir sauvé ma mère, pour m'avoir donné un avenir. Je promets que j'honorerai cette confiance. Je sais que vous le ferez. Vous avez la force de votre grand-père et la détermination de votre mère. Le monde a besoin de personnes comme vous. » Ils s'étreignirent, une étreinte longue et sincère. Quand ils se séparèrent, Clara avait des larmes aux yeux, mais un sourire radieux sur le visage. « Maintenant, allez-y. Étudiez, apprenez, grandissez. Et quand vous serez prête à changer le monde, je serai au premier rang pour applaudir. » Robert descendit les escaliers et retourna à la voiture. Du parking, il leva les yeux et vit Clara lui faire signe de la fenêtre de sa chambre. Il lui rendit son signe, ressentant une sensation étrange mais merveilleuse dans la poitrine. La paix. Pour la première fois depuis des années, des décennies peut-être, Robert ressentait une paix véritable. L'insomnie qui le hantait avait disparu. Le sentiment de vide que sa fortune n'avait jamais pu combler était enfin comblé. Il avait payé la dette avec le passé en investissant dans l'avenir de Clara et Madame Lucie. Il avait honoré la mémoire de sa mère et de son frère de la plus belle manière possible, en aidant ceux qui en avaient besoin. Cette nuit-là, de retour au manoir silencieux, Robert dîna seul comme il le faisait toujours. Mais cette fois, il ne se sentit pas seul. Il monta dans sa chambre à 22 heures, s'allongea sur le lit king-size et éteignit la lumière. Et il dormit, profondément, paisiblement, pour la première fois depuis des années. Il rêva d'Édouard, jeune et souriant. Il rêva du sergent Antoine, écrivant des lettres à la lumière d'une lampe de poche. Il rêva de Clara, prononçant un discours sur une grande scène, changeant le monde. Et il rêva de sa mère, Hélène, lui souriant et lui disant qu'elle était fière. Quand il se réveilla le lendemain matin, au premier rayon de soleil, Robert se sentit renouvelé. Il avait découvert quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Un but. La véritable richesse ne se trouvait pas sur son compte bancaire, mais dans les vies qu'il avait touchées, dans les histoires qu'il avait aidé à réécrire. 3 mois plus tard, Robert reçut une lettre. Elle venait de Clara, écrite à la main avec une écriture soignée.
Cher Robert, aujourd'hui j'ai eu mon premier cours de théorie politique. Le professeur a parlé de ce qui motive les gens à servir le bien commun. J'ai pensé à vous, à mon grand-père, à ma mère. Des personnes qui placent les autres avant elles-mêmes. Je veux que vous sachiez que j'étudie beaucoup et que chaque page que je lis, chaque concept que j'apprends, est alimenté par la gratitude que je ressens. Ma mère est merveilleuse dans son nouveau travail. Elle me raconte les familles qu'elle aide, et je vois dans ses yeux la même lumière que je voyais dans les yeux de grand-père Antoine sur les photos. L'héritage continue. Je joins à cette lettre une photo de moi sur le campus. Je veux que vous la gardiez, tout comme vous avez gardé la photo de grand-père et de l'oncle Édouard. Un jour, quand je ferai une différence dans le monde, vous pourrez regarder cette photo et savoir que vous avez été une partie fondamentale de cette histoire. Avec amour et gratitude éternelle, Clara. Robert plaça la lettre et la photo dans un cadre photo spécial dans son bureau à côté de l'ancienne photo des deux soldats. 3 générations, 3 histoires connectées par la bonté, le sacrifice et l'amour. Et ainsi, la dette de 50 ans fut enfin payée. Non pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de bien plus précieux, l'espoir, la dignité et la chance d'un avenir brillant pour ceux qui le méritaient. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert, Madame Lucie et Clara a touché vos cœurs aussi profondément qu'elle a touché le nôtre en la racontant. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la véritable richesse réside dans le fait de voir l'autre, de tendre la main quand quelqu'un en a besoin, et de comprendre que de petits gestes de bonté peuvent résonner à travers les générations. Si ce récit a résonné en vous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage émotionnel avec nous. N'oubliez pas de laisser votre like sur la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Tous les jours, nous apportons de nouvelles histoires qui célèbrent le meilleur de l'humanité. Laissez en commentaire quelle partie de l'histoire vous a le plus ému. Votre participation est fondamentale pour notre communauté. À la prochaine histoire. Et rappelez-vous, personne n'est laissé pour compte quand nous avons le courage de prendre soin les uns des autres.